Donc je m'appelle Kylian Bazin, je m'occupe de Toucan Toco, mais c'est pas le sujet duquel je viens vous parler aujourd'hui. Je viens vous parler DataVis et je viens vous parler comment construire un objet de communication à partir de données, notamment quand on est soit un communicant, soit un développeur. Je vais avoir 3-4 grandes parties. Une première où je vais essayer de vous mettre des éléments de contexte, savoir un peu de quoi on parle. Comme ça me permettra d'utiliser des mots et qu'on est tous derrière la même signification. Donc ça sera pas chiant, hein, mais c'est sur DataVis, Big Data, Open Data, etc. Après, je vais vous donner 3-4 sites, liens, des choses un peu pour commencer. Et ensuite, je vous montrerai des exemples, évidemment, parce qu'on est dans un sujet qui est extrêmement visuel, donc je ne vais pas m'en priver. J'aime bien prendre des questions pendant, plutôt qu'à la fin, où en fait on a oublié des trucs et tout, donc vous n'hésitez pas, vous levez la main, c'est très bien. Enfin, je ne sais pas si vous êtes habitué à avoir un système, une mise en place qui est comme celle-là, mais je préfère. Ok. Donc, déjà, de quoi on parle, de quoi je vais essayer un peu de vous parler aujourd'hui. On va parler un peu data. Donc, je pense que c'est un sujet dans lequel vous êtes plongé dedans, puisqu'en fait, dès qu'on code, on manipule des données. Donc, pour un développeur, normalement, ça doit faire sourire le fait que le sujet data puisse être à la mode depuis quelques années. En fait, ça peut vous faire sourire, mais c'est quand même important de comprendre que ça a réveillé un certain nombre de volontés et un certain nombre d'appétits pour traiter les sujets différemment. Et c'est-à-dire que là où les populations de développeurs sont depuis très longtemps effectivement complètement sensibles à ces sujets de données parce que vous les manipulez, peu importe le langage que vous utilisez, vous avez un truc en entrée, un truc en sortie, et le truc en entrée, c'est tout le temps des données quand même. Là maintenant, vous avez des gens dont c'est pas le métier de faire du code, qui se disent ah oui, je peux avoir la même logique, c'est-à-dire avoir des données en entrée et produire un service, produire un produit à partir de ces données. Donc vous voyez, et ça c'est très récent. Ça n'a pas 20 ans, ça a 4-5 ans. Et ça fait que 4-5 ans qu'on entend, enfin même peut-être 2-3 ans qu'on entend parler dans le monde citoyen, dans le monde de l'entreprise, vraiment business dur, comme dans le monde de la communication de données. Ok ? Donc on a plusieurs grands thèmes. Premier grand thème, l'open data. Est-ce que quelqu'un, je vais faire l'exercice parce que sinon ça va me frustrer d'avoir des visages impassibles. Qui veut essayer de définir l'open data ? Ce qu'il en comprend en une phrase vraiment. Le fait que les institutions ouvrent à l'accès leurs données. Ça peut être vu comme la conséquence. En fait, l'open data, c'est une sorte de principe, une sorte d'idée qui dit moi, citoyen, j'ai payé des impôts pour produire une donnée. Donc finalement, cette donnée elle a été produite par une administration publique. Donc ça va de l'INSEE qui produit la statistique nationale avec le PIB, le PIB, tous les indices démographiques au niveau de l'IRIS, etc., à l'IGN qui produit des cartes, quoi. Donc ça peut être très très large. Donc moi, citoyen, j'ai déjà payé pour fabriquer cette donnée. Il n'est pas normal que j'ai un effort à faire ensuite pour la récupérer. Donc on doit rendre cette donnée immédiatement accessible. Il faut savoir qu'en fait, l'open data, c'est pas du tout un truc neuf parce qu'il y a une loi de 1978, je crois, qui dit que tout citoyen a le droit d'aller chercher X jeu de données et qui peut faire la demande et obtenir ce jeu de données. Sauf qu'il obtient ce jeu de données limite sur un PDF, quoi. Donc un truc complètement inexploitable. Ça peut lui prendre plusieurs années de récupérer ce jeu de données. Donc autant dire la croix à la bannière, donc vous ne le faites pas. Donc il se passe quoi ? Depuis quelques années, en fait, les gens disent non seulement il faut que la donnée soit récupérable, mais en fait, il faut qu'elle soit facilement accessible pour qu'il n'y ait pas un coût d'entrée de récolte de la donnée qui soit trop élevé. Et donc, ça donne je vous présenterai tout à l'heure, mais il y a évidemment un portail que vous connaissez qui s'appelle data.gouv.fr qui vous liste un certain nombre de jeux de données mis à disposition par les administrations françaises. Donc la plupart étaient déjà disponibles avant que data.gouv.fr existe, mais il y en a aussi quelques-unes qui étaient disponibles uniquement si vous alliez taper à la porte de ces administrations.
Et là, data.gouv.fr, enfin, l'équipe d'Etalab a fait le travail et allait taper à la porte de ces administrations et les a sommés en fait, de mettre ces Excel à disposition du grand public. Pourquoi donc, quel est and so what en fait, enfin, d'accord, c'est bien, j'ai cette donnée, mais finalement, elle était déjà accessible, elle était déjà potentiellement accessible avant. Aujourd'hui, elle est facilement accessible. Du coup, en fait, le nombre de réutilisations se multiplie. C'est-à-dire que là où avant, il fallait être un hyper spécialiste en droit et puis en code et puis en communication pour faire quelque chose, déjà, vous oubliez l'étape sur le droit pour aller récupérer les données. Et éventuellement, comme il y a beaucoup de sujets comme ça qui se font, vous avez tout un tas d'outils en SaaS qui vous permettent d'exploiter des données open data et d'en faire des petites productions pour vous à des fins de communication. Et c'est comme ça que dans les journaux, on a vu fleurir des graphes. Et les graphes se sont invités dans la communication grand public et dans le débat citoyen, notamment parce que des journalistes ont été capables de télécharger simplement un Excel et de l'exploiter. Donc Open Data, voilà, j'ai fait un gros tableau, j'ai fait un tableau à gros traits, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas nouveau. Par contre, le potentiel a jamais été aussi grand parce que les données sont immédiatement accessibles. Là, je vais donner un autre gros mot. Donc, le gros mot qui a été nommé mot le plus absurde de l'année 2013 par un journal américain dont j'ai oublié le nom, mais c'est Big Data. Évidemment, terme complètement galvaudé. Qui veut essayer de définir un petit peu ce qu'il comprend du Big Data? C'est un terme qui regroupe l'ensemble des technologies de l'exploitation de données. Enfin, un certain nombre de technologies d'exploitation de données. Les données, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité? Elles sont volumineuses, variées et puis c'est tout. Enfin, après, c'est la vélocité, mais c'est dans le traitement. Vous avez bien le bullshit en tête, c'est bien. Bon, c'est bien de l'avoir. Hein. Au moins, tu sais, quand un mec de SAP te parle de Big Data, tu sais ce qu'il a en tête, tu sais ce qu'il essaie de vendre, etc. Mais pas de souci. Moi, je vais vous donner une définition un peu plus perso sur le sujet. Moi, le Big Data, pour moi, c'est surtout la vraie évolution, c'est que les gens qui avaient des fonctions qui ne leur permettaient pas de parler de ces sujets avant se disent « Ah, mais j'ai de la donnée dans mon entreprise et je pourrais créer un service ou faire un sujet avec. » Ça n'a rien à voir. Et vous enlevez le mot « big » et en fait, vous mettez juste « data ». Et ça suffit. C'est-à-dire que, très concrètement, vous avez une période où pendant du début de l'informatique jusqu'à la fin des années 90, vous avez eu dans les entreprises une période où les entreprises exploitaient la donnée afin de réaliser des micro-optimisations au sein de l'entreprise même. Donc c'était vraiment genre, je regarde la performance de mon entreprise, je regarde, là il y a un trou, je suis pas assez performant, je mets quelque chose et boum, mon chiffre d'affaires a fait plus 0,1%. C'est de la donnée que j'exploite uniquement en interne. Cette donnée, je la mets pas du tout à disposition de mes partenaires, pas du tout à disposition de mes clients, ni de mes utilisateurs. Je la mets à disposition de quelques personnes au sein de l'entreprise triées sur le volet. Ça, c'est la version je dirais Analytics 1.0 de la data. Vous avez une version 2.0 qui a été introduite par en fait, les grands acteurs de l'Internet qui ont commencé à se dire, baser leur service là-dessus en disant mon utilisateur peut produire de la donnée ou moi je peux produire de la donnée que je peux remettre à disposition de mon utilisateur, de mon client, de mon partenaire. Très concrètement, quand vous commencez, quand la première fois que vous vous inscrivez sur LinkedIn, on vous demande une dizaine de relations. Vous dites, vous mettez vos potes d'école ou vos potes de bureau et vous revenez une semaine après, en fait on vous envoie un mail, on vous dit alors par rapport aux 10 relations que tu m'as données, donc c'est des données que tu t'as injectées dans mon système, je te mets à disposition, moi, les données que j'avais avant que tu viennes sur LinkedIn. Et ces données me permettent de te dire, voilà, il y a 200, 300, 400 personnes que tu dois connaître. C'est people you may know. Donc vous voyez la création de service, la donnée qui est dans l'entreprise, qui est chez LinkedIn, elle est mise à disposition de l'utilisateur final, qui n'a toujours pas payé pour ça. Elle est mise à disposition de l'utilisateur final pour lui construire un super service qui est people you may know, où on lui en plus, le raffinement suprême, on ne lui balance pas un graphe avec ses relations, il s'en fout, on lui balance des photos avec le nom, prénom et le poste des gens.
Et là, vous n'avez plus qu'à cliquer. Clac, 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 clac. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec, assez rapidement, avec 200 personnes sur LinkedIn. Là où vous êtes rentré, vous n'y aviez que 10 personnes. LinkedIn, il gagne quoi? Jusqu'à maintenant, vous n'avez toujours pas payé. LinkedIn, il gagne d'être le plus grand réseau social de professionnels du monde et d'être capable ensuite de revendre cette donnée à des entreprises, etc., etc. Donc vous voyez, la donnée qui était au départ dans une version 1.0 utilisée uniquement au sein de l'entreprise peut maintenant est évidemment mise à disposition des partenaires, des utilisateurs à des fins pour réaliser plus de business. Et la version 3.0, en fait, c'est les anciens acteurs qui gardaient la donnée pour eux, qui essaient de faire la même chose, qui essaient tout simplement de réaliser une transformation numérique et qui essaient de se dire, OK, inspiré par les modèles économiques de Facebook, Google, LinkedIn, etc., qu'est-ce qu'on peut faire nous? Je vends de l'assurance, par exemple. Jusqu'à maintenant, j'exploitais la donnée que j'avais dans des fichiers pour calculer un risque et calculer une prime d'assurance. Aujourd'hui, je vais peut-être mettre à disposition, et c'était tout. Donc la donnée, c'était vraiment uniquement une donnée qui était traitée par des actuaires, le data scientist des années 90, si vous voulez. Donc des acteurs qui étaient dans l'assurance, qui calculaient une prime de risque. Aujourd'hui, ces mêmes assureurs se disent, OK, si je munis mon utilisateur d'une petite application iPhone qui l'ouvre quand il commence à être dans une voiture, il l'ouvre, ça enregistre son trajet, je sais comment il conduit, peut-être que je vais être capable d'utiliser cette donnée-là, que je vais lui remettre à disposition parce que je vais lui donner des conseils de conduite, parce que je vais lui dire combien de kilomètres il a parcouru, parce que je vais lui dire quelle est la station d'essence la plus proche, parce que tout un tas de services qui vont faire qu'il va utiliser effectivement cette application. Et moi, assureur, ce que je vais pouvoir récupérer, c'est de dire, en fait, je vais te faire une prime, un bonus basé sur ta bonne conduite, quoi. Donc là, je mets de côté tout le... C'est pas ce que je veux aborder ici sur le côté c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça remet en question le principe même d'assurance. Mais vous voyez qu'un acteur traditionnel, un assureur, c'est des gens qui sont très bien établis, qui ont des fonds propres, etc. Donc c'est pas une petite start-up dans un garage, peut tout à fait commencer à se dire via les objets numériques, je peux commencer à mettre en place des services où je redistribue ma donnée, où je la redonne. Analytics 3.0. Et donc, Big Data, c'était une longue digression, ce côté 1, 2, 3, mais Big Data, ça veut dire aussi... les assureurs, ils n'ont pas attendu qu'on prononce le mot Big Data pour avoir des tonnes de données. Ils ont attendu par contre qu'on prononce le mot Big Data pour commencer à se poser la question de savoir ce qu'ils pouvaient en faire en dehors de l'entreprise. C'est ça mon propos. Donc, oui, si ça vous fait marrer, allez apprendre par exemple à déployer un cluster Hadoop, mais en fait, ça ne change pas grand-chose, quoi. Ce qui change vraiment, c'est apprendre à créer un service à partir de la donnée qui fait que vous le mettez à disposition de l'extérieur de l'entreprise et pas que vous êtes dans la soute en train de commencer à faire l'administration des serveurs. Donc, de votre point de vue, moi, je verrais le big data vraiment comme le côté tout le monde maintenant peut se saisir de ces sujets data. Troisième mot, et du coup sur lequel je vais passer un peu plus de temps parce que c'est ce que j'ai annoncé, c'est data vise. Donc là, est-ce que quelqu'un veut essayer, pareil, un exercice de définition? Donc je passe pas après en mode... Vas-y. C'est bien, il recommence. Donc, fournir des outils pour visualiser la donnée de manière simple et accessible. Ça, c'est, je pense, une très bonne partie de la définition. Donc c'est un peu le Graal, vous savez, de l'outil, quoi. Je vais mettre mes données dans un système et puis il va me ressortir immédiatement ce qu'il faut voir de bien ou il va m'aider à voir à tester mes intuitions. Là, moi, je vais plutôt aborder un deuxième angle, mais qui est complètement qui est vraiment complémentaire, qui est la production à partir d'objets qui sont plutôt austères et froids, voire franchement chiants, d'objets de communication. J'ai une donnée, a priori, ça fait rêver personne. Enfin, ça fait rêver les scientifiques. Point. Vraiment. Là, avec cette donnée, je vais essayer de produire des choses suffisamment claires et simples pour adresser des populations, y compris des gens qui se cachent sous la table quand on parle de maths, quoi. Donc, la data vise,
Bon, vous avez compris, hein, avant on a parlé dans les années, au début du siècle, on a commencé à parler de graphes, à la fin du siècle, on a parlé d'infographie, aujourd'hui on parle de data vis. Pourquoi on rebrande le mot comme ça? Mon opinion personnelle, c'est juste parce que c'est interactif. Et croyez-moi, ça apporte quand même beaucoup de choses, parce que notamment, ça vous permet de personnaliser l'expérience, ça vous permet vraiment de tout faire. Vous allez changer la manière, vous allez pouvoir cacher de l'information et vous n'êtes pas obligé de tout afficher de base. La data vis a cet intérêt-là. Donc maintenant, je peux peut-être à ce point, je veux bien aussi avoir un retour si vous dites ah mais moi par rapport à ce qu'il vient de dire là, j'aimerais bien qu'il passe plus de temps sur tel ou tel sujet, parce que ça m'aidera, je vais réorienter mon plan en fonction. Donc si vous avez la moindre demande de ce type, allez-y maintenant. Vous n'êtes pas endormi, vous avez trop mangé ou... Non. Ok, bon. Je vais vous passer un peu des exemples donc de data vis et continuer un petit peu sur le contexte. Je ne sais pas si vous avez eu un hackathon, par exemple spécial data, où vous avez traité ce genre de sujet, ou est-ce que vous avez eu déjà un projet où le but était d'exploiter un jeu de données et de construire un petit sujet de communication à la fin? Non? Jamais? Ok, donc y a des chances que les choses que je vous présente soient pas vous les ayez pas entièrement vues. Ce que je veux vous montrer, le message que je veux vous passer sur la data, pourquoi? Tiens. Donc c'est pas moi, hein, c'est data.gouv.fr qui est planté là. Il y a des gens qui hochent la tête comme s'ils l'avaient déjà vu là, c'est vrai? Vous avez déplugué, putain. Hop, c'était tout simplement un truc d'URL. Voilà. Travailler avec la data, ce qui est assez agréable, enfin je fais la promo un peu de ma paroisse, mais ce qui est assez agréable, c'est que c'est un sport hyper complet, quoi. Dans le monde du numérique, vous êtes sur des technos, vous ne pouvez pas séparer le front du back. Vous ne pouvez pas séparer le côté j'essaie de faire d'avoir beaucoup d'intelligence sur mon traitement des données du côté ok, mais en fait je vais me pencher sur ce que veut vraiment l'utilisateur final et lui fournir un produit ou un service assez abouti pour qu'il puisse le consommer. Donc c'est vraiment, je dirais, un sport très complet, quoi. C'est de ce point de vue-là, je trouve les sujets data extrêmement intéressants. Là, je vais me focaliser sur un tout petit truc, je vous l'ai dit, c'est comment je peux prendre un jeu de données. C'est parce qu'en fait, je veux vous inciter à en faire un. À vous amuser. Si la prochaine fois qu'on vous demande de faire un projet et que c'est extrêmement ouvert, raccrochez-vous à ça. C'est vraiment possible de faire des choses très bien sur ces sujets. Donc, prendre un jeu de données public ou mieux encore si vous avez un contact dans pas une administration, mais même dans une boîte où vous avez votre père qui tient 5 restaurants et qui a envie de faire des trucs et tout. Vous prenez des jeux de données. L'important, c'est qu'il vous faut de la matière, donc il vous faut ces jeux de données. Et vous essayez de construire un petit sujet de communication. Donc là, j'ai pas 5 heures, donc je vais surtout faire un peu du name dropping et ce sera à vous de regarder et d'aller voir ensuite et d'approfondir. Mais je vais vous donner quand même un petit basique méthodologique basé sur des exemples pour que vous ayez une sorte de petit scénario au moins pour itérer la première fois sur le sujet en, je dirais, une poignée d'heures, mais pas une semaine, quoi. Donc d'abord, où est-ce que je peux aller trouver des jeux de données? Bon, on va faire simple. On va aller chercher, on regarde où on est en France. Donc c'est la société que vous connaissez, c'est les territoires que vous connaissez. Vous savez que Bordeaux, c'est plus grand que Queyron dans le Calvados. Vous savez que c'est plus petit que Paris. Donc ça vous aide déjà à imaginer des sujets quand vous commencez à traiter les données. Si je vous fais faire la même chose dans un pays d'Amérique latine, je ne suis pas sûr que vous soyez capable de le faire. Donc on est en France, on va sur le portail de data.gouv.fr et là on commence à regarder les données. Donc j'imagine, qui est déjà allé sur ce portail? Ah ok, donc je peux montrer des choses. Bon,
Il y a un classement un peu naturel en fonction des ministères, finalement, où les gens sont allés chercher l'agriculture, vous n'avez pas le même type de données qu'au ministère de l'Éducation. Je vais regarder, comme c'est un truc un peu simple, quelque chose qui sort depuis très longtemps sur les bases de données de l'INSEE sur l'économie et l'emploi. Et donc, les jeux de données ici, je vous laisserai naviguer parce que j'ai aucun doute sur votre capacité à regarder un sujet, mais je veux juste insister sur un point parce que cette plateforme est assez bien foutue. Vous pouvez aller regarder, quand vous allez regarder un jeu de données, donc là j'ai pas tapé, mais si je vais voir PIB, donc là ils sont allés chercher les données d'Eurostat, j'imagine. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un jeu de données qui vous est fourni, donc ici là par Eurostat, donc le produit intérieur brut au prix courant du marché par région NUTS. Donc là vous voyez que faut commencer à connaître un petit peu les sujets, parce que là moi j'ai aucune idée de ce que ça veut dire ça. Pourtant j'ai fait quelques projets sur ce jeu de données, mais je suis incapable de vous expliquer. Heureusement en fait il y avait des gens derrière moi qui me disaient c'est ce jeu de données là qu'il faut prendre et pas celui qui est juste à côté où il y a des pouillèmes de différence, mais voilà, vous avez celui-là, et derrière, surtout, vous avez des exemples. Ça a l'air tout con, mais les réutilisations, c'est super puissant, parce que ça vous permet de ne pas démarrer de zéro et de vous inspirer. Là, vous avez besoin, si vous voulez commencer à faire ce genre de sujet, de vous inspirer, de voir des exemples dans tous les sens. Je vais vous envoyer pas mal de références à la fin, là, pour que vous puissiez commencer à vous abonner à des newsletters si vous voulez en recevoir une fois par semaine. Ça vous permet de commencer. Donc là, ce jeu de données, ok, je suis sur celui-là. Et puis en fait, il y en a un autre que je vais aller voir qui est salaire annuel moyen par activité économique, sexage. Alors Eurostat, c'est pas celui-là que je veux. C'est pas pratique d'avoir une seule main. Bon, là je vais vous montrer mon truc complet. Bon, admettons que ce soit celui-là que je souhaite. Je vais prendre... Ah non, je suis d'accord. Je me suis fait trapper par Data Publica, là. Salaire France. Ok. Voilà, c'est ce jeu de données-là. Donc là, j'ai les écarts de salaire homme-femme. Je vais vous montrer, parce que c'est extrêmement instructif. Vous connaissez Excel, vous savez à quoi ça ressemble. Vous savez ce qu'il y a un tableau, et vous savez que c'est rarement immédiatement accessible, mais c'est pas mal de le rappeler quand même. Donc là, vous avez, c'est pas hyper détaillé, mais j'imagine dans les autres onglets, ça doit être un petit peu mieux. Donc j'ai une rémunération moyenne. Ok. Ensuite, j'imagine que j'ai... Donc là, je m'intéresse aux écarts hommes-femmes de salaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en termes de méthodo, j'ai vu passer des coupures dans les journaux. On a commencé à parler de la journée de la femme. Et puis, il y a une chroniqueuse sur Biba qui a commencé à dire oh, c'est scandaleux, il y a des écarts hommes-femmes. Et là, vous dites oui, c'est bien, on le sait, mais de combien exactement et comment ça se passe ? Et est-ce que je ne peux pas mettre, moi, en place un petit système qui permettrait aux gens de s'amuser et ainsi de faire passer ma parole et de faire passer mes idées grâce à la donnée. Donc, vous voulez approfondir ça un peu plus que Biba, vous êtes allé sur la plateforme data.gouv.fr, vous avez téléchargé l'Excel, et là, le travail commence un petit peu. Vous voyez, en termes de méthodo, je suis arrivé, je ne suis pas complètement vierge. C'est-à-dire que j'ai des intuitions. Parce que vous connaissez ce sujet. Si vous êtes, je sais pas, si vous êtes étudiant Erasmus et que vous avez envie, vous vous dites c'est fou, à Paris je trouve qu'il n'y a pas assez d'Erasmus ou j'en vois pas beaucoup, et puis que vous vous dites mais est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'en fait c'est juste une perception moi parce que je suis au mauvais endroit, vous avez un sujet.
Et là, vous allez aller voir les données Erasmus, etc. Si vous travaillez dans le monde de l'éducation et que vous vous dites c'est fou, dans le monde de l'éducation, il n'y a pas assez d'accès au numérique, vous avez un autre sujet. Vous allez aller voir s'il existe une donnée sur ce sujet-là. En fonction de si vous voulez comparer entre les pays ou pas, etc., on peut revenir vous voir 1 ou 2 heures après déjà. Parce que quand vous allez chercher ça sur la France, ce sera un jeu de données, l'Angleterre, c'est un autre, peut-être que sur Eurostat, il y aura le bon jeu de données. Donc, vous voyez, en termes de méthodo, il faut avoir un sujet un peu polémique, un peu intéressant, pas enfoncer des portes ouvertes non plus. Là, par exemple, en faisant je finis juste ma phrase et je prends ta question. En faisant un petit cours avec des gens qui étaient dans le monde de l'éducation, justement, on s'est aperçu, ils voulaient voir l'éducation, l'environnement. Ils voulaient voir ce qui se passait en termes d'environnement, si effectivement tous les efforts pour aménager des pistes cyclables, commencer à développer les transports en commun, etc., avaient porté leurs fruits. Il y a un jeu de données qui montre complètement le contraire. C'est-à-dire qu'entre entre 1980, 96 et 2010, la voiture, comme mode d'utilisation premier, comme mode de transport premier des gens, s'est maintenue, a même augmenté, en région parisienne comme en province. Donc ils avaient l'intuition de se dire ah ok, je vais aller vérifier et voir si les politiques publiques ont un impact. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'ils ont trouvé dans les jeux de données. Donc premier pan et première chose, c'est avant d'aller voir des jeux de données, rentrez plutôt avec quelques a priori sur ce que vous avez envie de démontrer. Prenez un sujet qui vous tient à cœur, en fait, tout simplement. Ouais, je voulais savoir s'il y avait des données pour absolument tout. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que... ce que tu es en train de nous dire, c'est que il faut un peu vérifier tout par nous-mêmes en cherchant des données à droite, à gauche, et ne pas se fier, par exemple, à un média dans lequel on aurait confiance. Et donc, est-ce qu'il y a des données pour tout, ou est-ce qu'il y a une plateforme qui centralise un peu toutes les données, toutes les sources où on pourrait trouver ces données, et il doit y avoir des trucs vachement pointus et pas faciles à trouver encore, j'imagine. Ouais, exact. Je vais vous montrer un exemple comme quoi en fait les données sont pas tout le temps immédiatement disponibles, loin de là, et y compris quelquefois on a besoin d'une donnée hyper précise et qui est absolument essentielle, et elle n'est pas du tout mise à disposition sur ce type de plateforme parce que politiquement c'est pas possible, et ça vous empêche pas, vous en tant que développeur malin, d'aller la récupérer. Donc le cas nous est arrivé sur un sujet où on traitait pour les échos les résultats et putain c'est vraiment pas pratique là. Les résultats des élections municipales, et je vais pas réussir. Hop. On traitait les résultats des élections municipales et on avait comme mission, c'est pas vrai, hein, l'accès pas du tout, pas du tout non. En fait, il y a que la page d'accueil qui est bloquée, évidemment. Et je vais pouvoir récupérer les comptes. Bon. L'idée, c'est les échos venus nous voir. Ils nous ont dit « Ok, on aimerait bien que vous fassiez un traitement graphique et en data vise des résultats des élections municipales. » Sauf qu'en fait, on n'était pas là en 2008. Donc là, on est en 2014. Et donc, on n'est nulle part en termes de référencement. Donc, si on lance nos pages le soir des élections, personne ne viendra dessus. Donc, il nous faut un sujet en avance de phase. Il nous faut un sujet un petit peu avant. Donc, 2 mois avant, on leur a sorti un sujet dont ils ont pu faire la promotion et faire l'animation de la campagne de ces municipales, avec des résultats, notamment des indicateurs, sur la performance des communes. Donc, 36 000 communes, il y avait 36 000 fiches. Donc là, vous commencez à dire, bon, ok, la performance des communes, et on est allé sur l'INSEE, sur la douane, sur le ministère des Finances, etc., récupérer des données. Puis à un moment, on s'est aperçu qu'il nous manquait un truc essentiel, c'était le budget des communes. Et lui, il n'est pas sur l'INSEE. Pourtant, le budget, vous dites quand même, le maire, en fait, son job, c'est de décider de ce budget, quoi. Il le fait, il va chercher de la thune s'il faut, c'est lui qui peut essayer d'aller monter des dossiers. Il y a quand même c'est lui qui maîtrise sa dette ou pas, c'est lui qui décide de s'endetter. Il y a un côté, le budget, c'est l'essentiel. Et pas possible de trouver la donnée. Et en fait, cette donnée, elle est quand même accessible. Donc là, j'avais pas prévu de vous montrer ça. Donc, je vais essayer. Hop,
Finance Gouv. Je vais essayer de vous montrer parce qu'en fait, ça vaut vraiment le coup d'œil. Bon, déjà, vous voyez que c'est pas immédiatement accessible. Ah si, il y a quand même... Ça a pas mal changé en fait. Maintenant... Comment commune et groupement, c'est l'un. C'est pas une commune pour moi là. Ok. Moi je veux pas le département, je veux la commune. Voilà. Donc là vous avez des tableaux comme ça qui se baladent sur le net. Il n'y a pas de tableau, enfin il n'y a pas le tableau de toutes les communes. Mais par contre, bah, si vous savez coder, vous pouvez aller le crawler. Vous le crawlez, vous le récupérez les données. Et ça nous a permis de produire commune.leséchos.fr qui présente un moteur de recherche et qui vous permet d'aller chercher la donnée par exemple de Nantes ou de n'importe quelle des 36 500 communes. Et on a produit ce type de petits graphiques qui sont un peu geeky, un peu sévères parce que vous attribuez des notes, etc. Mais qui ont la vertu de présenter donc une note sur 20 en termes de situation financière, basée sur des indicateurs qui, eux, sont des indicateurs qu'on a sortis. Enfin, moi, j'y connaissais rien du tout aux finances municipales, donc je suis allé voir sur le site des comptables des collectivités publiques qui affichait clairement les 3-4 indicateurs qu'ils regardaient, puis on a pris ces 3-4 indicateurs et on en a fait un indice. Le truc tout simple en fait, hein, c'est 3 minutes de recherche sur Google. Limite, si vous voulez vraiment être sûr, vous passez un coup de fil aux gens, on vous explique et hop, vous réalisez ce genre de petit graphique. Donc là, on a une capacité de désendettement, la capacité d'autofinancement net par habitant et le taux d'épargne brute. Il y a un moment dans ma vie où je savais calculer ces trucs comme ça de tête, enfin, par rapport à la grille que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais globalement, c'est pas bullshit, c'est vraiment très solide. Et ça vous permet de faire... Donc là, j'ai tapé Nantes, je peux taper n'importe quelle autre ville. Vous avez vu que j'ai fabriqué automatiquement quelque chose qui était très fortement éditorialisé. J'insiste sur ce point, sur l'éditorialisation. Il ne s'agissait pas... Il y a 70 jeux de données immédiatement accessibles sur l'INSEE, commune par commune. Si vous les mettez, si vous les listez, ça s'appelle l'internaute.com. Ils font du trafic, mais qui est un trafic de gens qui se disent « Ok, j'aimerais avoir la capacité d'autofinancement net par habitant pour la commune de Nantes. » Et ils tapent ça directement dans Google. Là, on n'était pas du tout dans ce schéma-là de pensée. On était dans un schéma de pensée où les gens allaient arriver sur la home des Échos, voir tape ta ville ici et découvre le bilan de ta commune avant les élections. Ils tapaient Nantes, ils avaient cette fiche-là. Donc pas le début, parce que le début, c'est le résultat des élections. Ils avaient cette fiche dont j'ai un peu honte maintenant en termes de design, etc. Mais voilà. Et ils avaient une sorte de bilan qui vous permettait, vous voyez, là, il y a 5 indicateurs. En fait, derrière, il y a 3 autres indicateurs, mais les gens ne cliquent pas ici et c'est pas grave, ils ont quand même une bonne idée de ce qui se passe dans la commune. Et là, vous avez quelque chose qui est très éditorialisé, parce que vous avez les chefs d'entreprise qui vont regarder ce qui se passe en termes de dynamisme entrepreneurial, les gens qui sont plutôt sur les finances publiques et qui sont attentifs à ça vont regarder la situation financière et la compétitivité fiscale, et puis les gens qui s'occupent du logement ou qui ont du mal à se loger vont regarder la politique du logement. Et vous voyez, amener des projets très éditorialisés comme ça, y compris à partir d'un moteur de recherche, ça a une énorme valeur. Et c'est ici qu'est la valeur dans la data vise. C'est pas dans le fait de laisser le choix à l'utilisateur, c'est dans le fait de pré-mâcher le boulot et de faire le boulot justement, d'aller regarder ce qui compte dans les comptes publics, ce qui compte, ce que des experts ont décidé comme étant des bons indicateurs, des bons indices, de récupérer ces indicateurs et de les mettre à disposition des gens qui lisent la donnée. Donc du coup, le rôle d'un dev dans tout ça, j'ai l'impression il doit être quand même assez polyvalent, il doit quand même toucher un peu à l'économie. Mais son rôle, c'est quoi exactement? C'est d'aller chercher des données inaccessibles, c'est de créer une interface, auquel cas, est-ce qu'il a vraiment besoin de s'y connaître? De s'y connaître en économie, justement, parce que... Ouais. Donc, je te remercie de relever ce point, parce qu'en fait, c'est vraiment le message avec lequel je veux que vous partiez, c'est que les équipes sur ces sujets sont forcément pluridisciplinaires. C'est une bande de devs qui est vraiment en mode dev et qui ne veut pas voir le monde, etc., n'y arrivera pas.
Donc vous pouvez avoir des profils très complets où un mec arrive à se débrouiller tout seul. Moi, je pense que c'est moins marrant et je trouve que la vie, c'est cool avec les autres. Donc, je préfère dev quelque chose comme ça avec un autre pote à côté, quitte à ce qu'on soit tous les deux devs. Ça me pose pas de problème. Vous êtes sans arrêt entre le design, le sens, si tant est qu'il y ait une différence, mais le sens, on va dire, business ou politique qu'il y a derrière, et le dev. Et le rôle du dev là, dans ce dispositif, c'est justement de ne pas être qu'un dev et de ne pas attendre qu'on lui donne des ordres, mais bien d'être capable de questionner et de se dire mais là en fait tu m'as mis la situation, enfin d'être capable de comprendre pourquoi on a mis la situation financière et d'être capable de dialoguer avec la personne qui a choisi ça pour offrir un esprit critique, quoi. Est-ce que vous avez eu un retour sur l'audience où le public est venu voir ces pages? Ouais, bien sûr, bien sûr. On a eu un premier retour, c'est qu'on a eu plein de courriers recommandés. Ça, c'était cool. On se disait, ah super, on existe. Non, mais parce qu'en fait, les mecs ont crisé, quoi. Parce il y a des gens qui ont 15, 20 ans. En fait, cet indicateur-là, il est assez fou. C'est la capacité de désendettement. En fait, si tu mettais toutes les ressources de la commune, parce qu'il y a recettes moins dépenses, et des fois, il te reste de l'argent. Si tu mettais tout ce que tu gagnais tous les ans à rembourser la dette, c'est le nombre d'années qu'il te faudrait pour rembourser la dette. Là, les gens, les comptables des collectivités, je les appelle les comptables, mais c'est pas le bon mot, mais les comptables des collectivités publiques disent au-dessus de 12 ans, ça craint grave. Vraiment, genre, cette commune va très mal en termes d'endettement et ça doit être le centre. Enfin, ils disent pas ça, mais moi, politiquement, je disais, ça doit être le centre de la discussion publique sur le sujet. Et en fait, le bon truc, c'est que ce diagramme-là et ces notes-là a amené des discussions là où ça sortait complètement du débat public. Ça n'existait pas du tout. Et là, les mecs ont dû s'exprimer et se justifier. Ce qui était possible, hein. C'était pas forcément qu'ils avaient mal fait leur job. Le mec qui récupère un endroit où il y a de toute façon 12 années de dette, 6 ans après, il y a encore 12 années de dette. Pourquoi pas? Ça se trouve, même 6 ans avant, il y en avait 18 et puis il l'a ramené à 12. Mais au moins, ça l'a obligé à s'exprimer sur ce sujet, qui certes est très technique, donc n'a pas, c'est pas confortable, mais au moins le débat est venu dans la sphère publique. Donc ça, franchement, pour nous, c'était super. On était vraiment ravis de ça, parce que le pire du pire que tu peux avoir, c'est l'indifférence. Et quand tu traites des sujets de données, la plupart du temps, ce que tu récoltes, c'est de l'indifférence. Parce que c'est un sujet compliqué et qu'il faut un peu fouiller. Donc de temps en temps, tu vas simplifier et te dire, ok, en fait, tout le monde ne va pas ouvrir le diagramme. Mais au moins, les gens auront une note et celui qui a 0, il va se dire pourquoi j'ai 0, et puis il va demander pourquoi j'ai 0. Et puis derrière, une méthodologie qui est tellement claire et tellement objective que c'est indiscutable, si tu veux. On a pris des données publiques, on a fait un calcul de rapport et puis on l'a mis dedans. Donc c'était super bordé, quoi. Donc ça, c'est le premier retour. Et notamment, on a pu se comparer à d'autres médias qui affichaient les mêmes données, mais de manière très brute et sans éditorialisation, à qui, eux, on ne demandait pas de changer. Tu vois. Donc c'est un bon indicateur de ton impact. C'est quand les gens se disent « Ah, les échos, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ça qui va faire la campagne politique. Et donc, il faut que ce soit bien et éventuellement, il faut que je leur colle un procès au cul s'ils ont fait des bêtises. » Tu vois. Ça, c'est le premier truc. Et après, en termes de nombre de vues, je crois qu'on a fait c'est plusieurs millions, quoi. Tu vois, c'est plusieurs millions de hits. Et en termes de visiteurs uniques, je crois qu'on n'est pas arrivé jusqu'au million quand même. On est plutôt à 1,5 million. Mais ce qui était top sur ces pages, c'est que les gens sont allés voir leur commune et puis la commune de leur grand-père, de leur père, etc. Donc en fait, quand les gens rentraient dans le sujet, ils allaient voir 5-6 pages en moyenne, ce qui est beaucoup. Et alors ça, j'imagine que c'est plutôt les échos qui ont regardé ça, mais est-ce que vous avez eu un retour sur la rentabilité de l'opération DataVis? C'est-à-dire, on a fait une DataVis, est-ce que ça nous a rapporté plus que ça nous a coûté? C'est une excellente question. Tu vois que là, en fait, il n'y a pas de pub. Donc nous, on est dans un site média comme ça, on était dans les pages basses. Tu vois, on n'était pas en home avec une arche, etc. Pire, ils ont fait énormément d'autopromotion. C'est les campagnes d'autopromotion, c'est tu fais des bannières, tu les mets sur la home de ton site et ça renvoie vers un sujet qui est chez toi. Ils ont fait tellement d'autopromotion que je pense qu'ils ont perdu de l'argent encore sur ce truc-là par rapport à s'ils avaient fait de la pub pour Hermès ou Chanel. Donc pour eux, c'est pur investissement.
c'est du long terme, c'est du ok, on bosse la marque Les Échos, on a été capable de se positionner avec un sujet de très grande qualité, là où les autres se contentaient de déverser des données sur des pages. Nous, on a fait l'effort de mettre quelque chose en lumière. Et sur les résultats, vous regarderez, enfin, sauf si vraiment ça vous intéresse, je continue sur ça, mais sur les résultats, sur la home, on s'est amusé aussi à faire des choses qui n'étaient pas vues autre part. On essayait de dessiner, vous voyez, le rapport de force du second tour. Bah, c'est tout bête, mais en temps réel, pendant que les résultats étaient en train de se déverser après 20h, et de 20h à minuit, on avait en temps réel un compte qui n'a pas de signification politique, enfin au sens de électoral, mais qui a une signification politique. C'était le nombre de voix par parti. Donc on avait regroupé les partis de droite, les partis de gauche, et on a vu, oui, effectivement, la gauche avec... Il y a plein de signes graphiques que vous ne voyez pas, hein, j'en suis désolé, c'est le Barco qui fait ça, mais la gauche avait 40% des voix, et la droite 43%, et l'extrême droite 7%. Et en fait... ça, c'est une mise en... Enfin, c'était la preuve qu'il se passait quelque chose ce soir-là. Au premier tour, c'était encore pire. Et ça montrait vraiment ce que les gens sentaient à travers les grandes villes et quelques villes de province qui avaient tourné au FN, par exemple. On n'a pas été hyper pointu non plus, mais il y avait des choses qui avaient été très bien faites sur la data, sur ces sujets, autour de, par exemple, le FN. On a parlé d'une montée du FN. Mais quand on regardait les résultats du FN dans les villes qui avaient basculé côté FN et qu'on les comparait aux résultats du FN au premier tour des élections présidentielles, ces résultats-là étaient des fois plus faibles. C'est-à-dire que vous aviez 17% des gens qui avaient voté pour le FN au premier tour des élections présidentielles et puis 16% des gens qui avaient voté pour le candidat FN au municipal. Et ça, il faut regarder la donnée, il faut s'amuser à regarder l'année d'avant, etc., etc. Et pour avoir assisté aux élections dans la salle de presse aux Échos, il y a un effet d'entraînement qui est non négligeable. C'est-à-dire que de 20h à 23h, tout le monde a eu ses serveurs qui explosaient, etc. Il y avait la campagne était sur grosse tension et tout le monde s'est connecté en même temps. Et donc les mecs ont repris les infos dans une sorte de frénésie, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez senti ça aussi au moment des attentats de Charlie, mais on l'a senti quand même, le côté « Ah, il se passe quelque chose à l'Opéra ou au Trocadéro. Ah bah non, en fait, il se passe rien. » C'est l'annonce, un mec annonce, tout le monde se retire. Enfin, voilà. C'est un peu c'est le climat, quoi. Il se passe tellement de choses en très peu de temps que vous avez un truc. Donc faire un peu de fact-checking derrière, c'est assez sympa. Ça permet de poser le discours. C'est pour ça que c'est intéressant. Et tu m'as posé une autre question, non? Ou ta question, c'était le nombre de vues. Est-ce que l'opération était rentable, mais tu m'as répondu. Ouais. Et alors, pourquoi c'est une très bonne question? C'est parce qu'un sujet data, il y a tous les vendeurs de software de la Terre qui essaient de vendre des sujets data en ce moment. Et moi, j'avais essayé de convaincre les Échos de faire un partenariat avec un SAP, un IBM, etc., pour qu'ils mettent de la pub à côté et qu'ils payent le sujet, quoi. Ça, c'est pas fait. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est l'immédiat. Enfin, tu vois, tu as une régie, et puis tu as les gens qui produisent l'information, et puis en fait, tu as aussi les gens qui font en sorte que les gens qui produisent l'information puissent la diffuser. Et tu vois, c'est tout de suite assez compliqué. Donc, avant de réussir à faire en sorte qu'un sujet produit par un mec et diffusé par l'autre soit revendu par un troisième, se le fait tôt, quoi. Donc nous, on avait laissé tomber, mais dans l'approche, c'était ça. C'est faut vendre à des publicitaires, enfin à des annonceurs. Et du coup, justement, je me demande, à part aux journaux et à la communication, à qui on vend de la datavise? Bah là, moi, c'est mon sujet de la conf, donc je te fais que la partie journaux et communication. Mais en fait, en vrai, c'est aussi c'est des postes de travail pour des gens dans les entreprises. Mon métier chez Toucantoco, c'est d'équiper, par exemple, des commerciaux avec une interface qui produit du reporting, où le mec il tape le nom de son client, et il a un reporting, il sait ce qui s'est passé l'année dernière entre lui et son client. Là, je te parle de commerciaux B2B, qui vendent à d'autres entreprises. Où tu vois, tu as deux grands groupes, il y en a un qui fait 10 000 personnes, l'autre qui fait 2000, et puis tu vois, t'imagines le nombre d'interactions qu'il y a entre les deux entreprises. C'est pas mal d'avoir un petit rapport qui te résume tout ça. Et avec de la donnée, c'est assez pratique. Donc c'est ça qu'on met en place. Et donc on le met en place avec... on fait ça beaucoup sur mobile.
notamment sur tablette. Et puis, donc, il y a beaucoup de gens qui consomment de la data vise. Maintenant, c'est après, tu peux rester à des niveaux assez rudimentaires sans que ça pose de problème. Mais il y a un vrai besoin d'analyse rapide de données. Voilà. D'autres questions? Je continue. Une petite question. Il y a des gens qui vérifient ce que vous avancez? C'est-à-dire, par C'est-à-dire- exemple, là? C'est-à-dire que vous vérifiez des choses, mais est-ce qu'il y a des gens qui vérifient ce que vous vérifiez? Enfin, c'est un peu Inception, mais... Non. Bah, tu sais, quand le mec il t'envoie un recommandé, il a un discours argumenté, quoi. D'accord, donc c'est plus la Il dit pas, justice. c'est faux, tu vois. C'est plus de la justice qui va vous voir. C'est pas d'autres comme vous, quoi. Bah, déjà, t'as quand même quand le maire fait écrire par son service juridique un papier te disant qu'en fait tu t'es trompé dans un des chiffres ou je sais pas quoi, t'as pas besoin d'attendre la justice. Si tu t'es effectivement trompé, tu changes de chiffre avec bonheur. Ça nous est pas beaucoup arrivé, tu vois, fort heureusement. Non, on a eu des trucs un peu aberrants où les mecs nous demandaient de changer le nom du parti politique qu'ils avaient en 2008. Donc a priori c'était quand même fixé dans le temps, quoi. Parce qu'ils voulaient plus être UMP, ils préféraient être Union de la majorité. Enfin, ok, pourquoi? mais c'est après, c'est sur des sujets publics, donc tu peux te prendre des baffes, quoi. Tu vérifies plutôt 2 fois qu'une tes propres sujets, quoi. Voilà. Après, la contrepartie de ça, c'est que c'est un travail qui est un peu plus long que de rechecker, enfin, que de retweeter un truc ou que de refaire un article. Et c'est l'enjeu, mais en même temps, le problème de la monétisation, il est là, hein, sur les médias. Tu vois. Après, ça se compte au nombre de hits, quoi. Tu vois. Donc, bon, il y a tous ces... Un annonceur, il achète un média en fonction du nombre de gens qui sont venus sur le site le mois d'avant. Au global, comme ça, sans regarder quelle page, quel machin. Enfin, ils regardent jamais dans le détail, en fait. Enfin, ils regardent, mais les mecs les plus pointus regardent, et puis la plupart du temps, tu regardes pas. Donc, il y a plein de... Le modèle, l'économie qui est derrière tout ça est pas évidente. Donc, nous, on fait des sujets publics comme ça pour faire de la notoriété. Mais derrière, en fait, on vit pas de ça. On vit de dashboards et de reporting qui sont vus par une centaine de personnes dans les entreprises. Voilà. Donc, c'est... moi, je m'éloigne un peu de ces problématiques-là. Vas-y, récupère le micro. Ça marche? Ouais. Donc là, les datas en fait que vous récoltez, vous les contrôlez pas, vous les vérifiez pas, c'est simplement une espèce de mise en forme des. Ah oui, des ça données. par contre, ouais, tu regardes pas. Enfin, comment je peux contrôler le budget d'une commune autrement que en faisant attention à bien recopier le chiffre, je sais pas faire. Tu vois. D'accord. Ouais. Je peux je peux vérifier qu'il n'y a pas de grosses boulettes, tu vois. Qu'une commune de 1000 habitants se retrouve pas avec un budget de plusieurs centaines de millions d'euros. Ça, je pense que oui, tu vois, ça se voit assez vite, mais le reste, te dire si c'est 10 000 ou 100 000. Donc si jamais il y a des erreurs, on ne peut pas vous reprocher la faute. Ce serait plutôt des études marketing ou statistiques à qui on pourrait reprocher l'erreur ou autre. Bah là, ils ont une déclaration légale surtout, tu vois. Ils sont obligés de déclarer cette donnée-là, et cette donnée, après, elle est structurée. Je sais pas comment d'ailleurs. En fait, la collecte en particulier de cette donnée des bilans des communes, mais bien souvent, oui, en fait, on a un garant de la donnée qui est pas nous, quoi, qui est quelqu'un d'autre, exactement. Ouais. Donc, tu vois, quand on a à poser cette question-là et que les gens commencent à regarder, à vraiment éventuellement t'embêter, c'est une bonne question. C'est que tu as trouvé quelque chose et que tu vois. La plupart du temps, encore une fois, quand tu fais un sujet numérique ou un site, c'est l'indifférence qui doit être ta première préoccupation. Tu t'envoies un site sur Internet, la plupart du temps, il se passe rien, quoi. Voilà. Je sais pas, en fait, je dis ça pour éviter de se focaliser, de se dire mais est-ce que ma donnée elle est réelle, est-ce que machin, etc. Ça, tu vois, si tu t'appuies sur un mec qui est censé bien faire ton boulot, tu dois quand même un peu lui faire confiance, et tu lui fais pas confiance aveuglément quand il s'appelle l'INSEE. Hein. Le mec, ça fait 50 ans qu'ils produisent cette donnée-là, et ils le font bien, et ils se font tirer dessus à boulet rouge quand ils font une connerie, donc c'est plutôt fiable. Ouais.
Right. Ouais. Mais après, rien ne t'empêche d'aller crawler un site et t'amuser à faire à traiter d'autres sujets. Et là, effectivement, on peut tous avoir un doute sur ta donnée ensuite, quoi. Jusqu'à ce que tu fasses une erreur dans ton script, quoi. Voilà. Ce qui va quand même plus vite qu'on le croit. Je vais vous montrer parce que je me suis arrêté en chemin sur un jeu de données homme-femme. Je vais accélérer quand même le process. Quelle heure il est là? Il est 15h, donc normalement on a encore 35 minutes ensemble. Ce que je voulais vous montrer, c'est, voilà, la plupart du temps, c'est des tableaux comme ça. J'ai mon salaire horaire, j'ai éventuellement, là j'ai des découpages dans tous les sens. J'imagine en fait que je vais avoir un découpage notamment homme-femme, nombre d'années mon âge et mon salaire moyen. Vous voyez le truc? Si je vous présente un tableau, ça me fait pas du tout rêver. Vraiment, je vais rien faire avec. Donc vous pouvez toujours publier le tableau et un texte en dessous en disant il y a des écarts homme-femme. Si vous laissez votre utilisateur commencer à aller chercher la ligne de son salaire et de son âge dans un tableau à double entrée, vous avez perdu. Vous pouvez faire bien mieux. Donc là, je switch direct à quelque chose de très abouti, qui a été fait par, c'est pas par nous, c'est par une boîte qui s'appelle WeDoData, qui s'appelle le pariteur. Donc le pariteur, c'est le jeu de données que je viens de vous montrer sur Excel, mis en musique. Et donc oui, c'est juste, on fait que déplacer des données, mais ce qu'on provoque justement, c'est l'intérêt des gens. Alors comment ils ont provoqué l'intérêt des gens pour un sujet comme l'égalité homme-femme? Il faut savoir que WeDoData, c'est un homme et une femme à la tête de la boîte, donc c'est peut-être une préoccupation de base justement de cette équipe de direction, d'avoir une égalité au sein de la boîte. Comment on provoque ça? C'est tout bête. Donc moi, je suis un homme. Donc j'ai mis ça. Alors, ah, c'est une femme là. Il s'est trompé. Merci. J'ai 27 ans. Ça vous fait rire? Bon, c'est une petite annonce. Mon métier, c'est... je vais m'amuser, hein, je vais mettre ingénieur. Non, mais là, c'est la classification INSEE, hein, tu sais, donc t'es clairement pas dedans. Ingénieur d'études, allez, on s'en fout. Hop, votre région de travail, l'Île-de-France. Donc il y a même un découpage par région. C'est quand même, vous voyez la richesse en fait de ce qu'on peut avoir derrière. Et je vais mettre mon salaire. Je vais pas mettre mon vrai salaire. Je vais mettre le salaire moyen en France. Ah, j'ai mis mon salaire annuel là où il fallait mettre un salaire mensuel. Autant pour moi. Forcément. Là, je suis sûr qu'il y a une boulette. Non, mais vous voyez le truc, hein, c'est de base, en fait, les hommes sont plus payés que les femmes, quoi. Mais là, le résultat que ça m'a avancé, donc on a compris, je vous fais pas un dessin, hein, ça a mouliné. Comment ? Je te mets un salaire de sortie d'école. Hop. Exact. Bien vu, merci. Donc je gagne 7 000 € de plus qu'une femme par an, soit l'équivalent de 612 € par mois. Et vous voyez ça, ce résultat-là, ça vaut tous les tableaux de la Terre quand même. C'est tout con, mais c'est ce que j'appelle data vise. Enfin, on est d'accord, je vous ai montré aucun graphe. Je fais exprès en fait de vous montrer cet exemple où il n'y a pas de graphe, parce qu'en fait là en data vise c'est super sympa de se dire moi je sais faire des graphes donc je fais des graphes, mais en fait des fois c'est pas nécessaire. Raconter une bonne histoire, c'est la base de tout. Et là, la bonne histoire que vous racontez, c'est toi,
tu as une situation particulière qui est différente de toi, et donc du coup, vous n'allez pas vivre la même expérience sur ma page web. Et pour ça, bon, c'est un peu long, il y a 5 étapes. On peut imaginer des scénarios où il n'y en a que 2 ou 3. Avec 2-3 données que tu me donnes, moi, je te produis un résultat qui est complètement personnalisé. Et là, vous voyez bien qu'on va jouer parce que tout de suite, j'ai envie de changer mon salaire, tout de suite, j'ai envie de voir ce qui se passe si je suis une femme. Enfin, je commence à jouer. Ce sujet-là a eu un énorme succès. Hein, un énorme succès. Et pourtant, ils sont allés chercher un jeu de données qui, lui, est présent sur l'INSEE depuis 10 ans. Quoi. Donc, ayez espoir. Ne vous dites pas tout a déjà été fait. Bon, déjà parce que vous ressortez ce sujet dans 4-5 ans, vous le traitez un peu différemment, exactement le même jeu de données. Je pense que vous pouvez avoir à nouveau un sujet de communication et à nouveau on parlera. Ça s'appelle un marronnier dans la presse. Et quand bien même vous prenez un autre jeu de données, vous pouvez tout à fait, par un traitement assez sympathique comme ça, réussir à susciter l'intérêt. J'ai pas le nombre de vues qu'ils ont fait, parce que tu vas me poser la question, mais je pense qu'ils ont fait... c'est ce genre de sujet, moi j'estime qu'ils font facile entre 500 000 et 1 million de vues. Il faut comprendre que c'était propulsé par francetv.fr. Donc ils étaient propulsés. Hein. Enfin, aller chercher de l'audience, ça se fait pas tout seul. Il y a peu de sujets viraux en fait. Il n'y a jamais de sujets viraux tout seul, c'est toujours orchestré en fait la viralité. Là, c'est orchestré par une chaîne de télévision, donc c'est facile. Tu présentes des reportages, il y a 3 millions de personnes devant, et après c'est mathématique, tu vois. T'as des gens qui cliquent, t'en as 10%, des gens qui arrivent jusqu'au truc, jusqu'à la fin, t'en as 1%, et puis ça te fait... quand tu pars de gros chiffres, à la fin, t'as quand même une audience sympathique. Donc, moi, j'essaie de vous inspirer, de vous dire, voilà, il en existe plein, des exemples comme ça. Celui-là, il est plutôt pas mal, et je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment sur la donnée qui paraissait poussiéreuse, mais en réutilisant ça correctement, vous pouvez avoir un super résultat. Bien sûr, bien sûr. Et après, l'idée, c'est tu marketes ton sujet. Donc ici, le marketing de ce sujet, c'est destiné au grand public. Ça concerne, vous êtes forcément soit un homme, soit une femme. Donc ça vous concerne forcément, en fait. Si vous avez des sujets plus précis qui vont à la fin n'auront une audience que de 2 ou 3 000 personnes parce que vous faites un sport, vous faites de la slackline qui est un super truc bien particulier, mais pour autant en fait vous avez une donnée, vous pouvez créer un super service. Et si vous connaissez les gens qui font de la slackline, vous connaissez leur réseau, vous connaissez leurs médias, vous savez comment ils communiquent et vous réussirez à pousser ça. Enfin là, je suis en train de vous expliquer ce que vous connaissez par cœur parce qu'on doit vous raconter ça à longueur de journée. Mais comment ? Ouais, je fais de la slackline. Mais par contre, le vrai sujet, c'est vous pouvez faire ça à partir de tout et n'importe quoi. Et si vous voulez juste vous amuser à faire un petit sujet qui buzz, enfin que vous pouvez essayer de faire buzzer un petit peu, la data, c'est un bon truc. On a vu beaucoup de sujets arriver. Je vais vous montrer un truc qui a été fait par des étudiants de l'éthique. Alors, je me souviens plus du nom du sujet, mais ils ont repris les données INSEE et les ont classées en fonction des stations de métro, donc ce qui permettait une entrée dans la donnée par la station. Donc moi, j'habite à côté de Télégraphe, je vais voir ce qui se passe à Télégraphe, et en fait, on me présente à l'IRIS. Donc l'IRIS, c'est les îlots de 2000 personnes, c'est un sous-découpage des communes, et on me présente les données. Donc ici, c'est le revenu moyen, décidément. C'est la donnée de base. Télégraphe, c'est ici. Et donc, le revenu moyen à Télégraphe, c'est 22 325. Donc là, on est... Tac. On est revenu moyen. Ça me paraît bizarre, ça me paraît élevé, en fait. Ok, bon. La moyenne, c'est 39 000. Là, on me dit, mon revenu à Télégraphe, c'est 22 000. Et ici, j'imagine que les gros ronds rouges, c'est quand c'est beaucoup plus cher. Donc là, Neuilly, les Sablons, boum, plus 44 000. Bon, vous voyez, ça vous fait rire. Vous comprenez tout de suite que ce sujet-là, ça a super cartonné en réutilisant là encore des données qui viennent, qui étaient déjà utilisées de nombreuses fois. Il se trouve qu'ils ont bien choisi leur écran de base, l'écran d'accueil sur le revenu moyen.
à mon sens, il y a encore des sujets sur ce type de présentation. Parce qu'ici, vous voyez, on a toute une série de données là, où ils ont pris les 70 jeux de données de l'INSEE qui sont assez détaillés, et puis ils les ont listés, quoi. Si vous voulez faire quelque chose de plus éditorialisé, et que vous voulez parler uniquement de l'éducation, et puis de l'enseignement supérieur, et puis de la formation, je pense que vous pouvez. Vous voyez là, si je veux chercher un autre angle, et un angle moins grand public, où je vais prendre une audience moins grande, mais c'est pas grave parce que je me ferai quand même connaître dans un milieu dans lequel j'ai envie d'être connu, vous pouvez prendre n'importe quelle, une catégorie que vous connaissez ici, où vous avez un peu plus d'intuition, et creuser. Si vous avez envie d'aller voir les fiscalistes ou de faire de la politique, il faut s'intéresser à l'impôt, par exemple. Donc vous voyez l'idée avec laquelle, en termes de méthodo, c'est bien de ne pas, je dirais, juste propulser des données, même les rendre visibles, et de construire un super outil pour l'exploration. Franchement, ça ne sert à rien, honnêtement, hein. Là, ils ont réussi, le coût de l'exploration par station de métro, ça marche super bien. Maintenant, allez pas vous imaginer que parce que vous faites une carte un peu précise, et parce que c'est dur, les gens vont adorer, quoi. Les gens vont adorer parce qu'il y a un angle. C'est du journalisme en fait, hein. C'est du data journalisme. J'ai un angle sur cette donnée et je le propulse, et c'est ça qui donne envie aux gens. Si vous êtes, je vais vous faire un petit peut-être 5 minutes sur les technos et les choses que vous pouvez utiliser pour faire tout ça. Je pense que vous en entendez beaucoup parler, et je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises non plus, mais nous on utilise beaucoup D3.js. Donc c'est pas une librairie, mais c'est une manière de manipuler des données suffisamment... C'est un framework en fait. C'était créé par Mike Bostock, qui est un mec qui a bossé à Square et qui bosse maintenant au New York Times. Donc le New York Times, c'est le journal américain qui balance le plus de data viz, et qui fait le plus de data journalisme. Donc quand ils prennent un sujet, ils vont faire du fact-checking au rythme de l'actualité, je dirais. Donc pas dans la minute, mais plutôt dans la journée, voire 2 ou 3 jours après, ou avec un rythme hebdomadaire. Ils vont produire une visualisation qui décortique un sujet. Pendant que je dis ça, j'avais ouvert le trafic, un équivalent, mais de l'autre côté de la Manche, chez The Guardian, avec Simon Rogers, qui est très connu dans le monde du data journalisme, et qui, ça date de 2011, mais ça a fait vraiment boomer le sujet du data journalisme, parce qu'il a montré qu'on pouvait checker des idées politiques avec de la donnée. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, en 2011, il faut se rappeler qu'il y avait des émeutes un peu partout en Angleterre, ou à Londres uniquement, je ne sais plus. C'était Londres uniquement. Et certaines personnes ont commencé à dire « Ouais, mais en fait, les émeutes, elles sont provoquées par les communications qui sont effectuées sur Twitter. » Ce qui était un problème, du coup, parce que vous voyez, on va couper l'Internet. Oui, c'est ça, c'est la raison. Bref. Et en fait, ce qu'ont fait les gens, on dit bon, bah, la donnée de Twitter est publique, donc on va aller voir si effectivement les gens sont en train de constater qu'il y a une voiture qui brûle dans la rue, ou sont en train de dire venez tous, on descend dans la rue, on va brûler la voiture. Ce qui n'est pas pareil. Et là, ils ont commencé à regarder le volume de tweets avec un hashtag donné. Donc là, Tottenham, c'est un quartier ou une rue de Londres. Et ils ont comparé ça à l'événement. Et donc là, typiquement, il y a eu un début d'émeute à 20h30 à Tottenham. Et vous regardez en fait le nombre de tweets. Ce nombre de tweets, il n'est pas du tout élevé avant l'événement, il est élevé après. Donc là, on se dit, ah tiens, voilà un premier événement où raisonnablement, on peut dire que ce n'est pas Twitter qui a provoqué l'événement. En tout cas, qui n'a pas provoqué une émeute. Là, on est en train de parler de plein de personnes qui descendent dans la rue, pas de 2 mecs qui ont une conversation et qui se disent on brûle cette voiture. On est d'accord. Si je continue sur d'autres événements, ah bah tiens, là, je suis à Enfield, c'est pareil. Les événements, a priori, les tweets ont lieu après les événements. Là, c'est un peu plus obscur. Mais celui-là, il est plus... C'est clair, après, je sais pas. Là, tu vois quand même que tous les événements sont à des heures fixes, genre 16h30, 18h, 19h30.
Ça me paraît un peu bizarre, hein, comme si les mecs attendaient. Attends, pas avant 19h30 parce que The Guardian veut faire un article sur nous. Donc là, en fait, ils ont montré qu'en tout cas, même si un événement est peut-être ambigu, c'était pas Twitter qui déclenchait ces émeutes. Ces émeutes étaient relayées sur Twitter, effectivement, mais les gens se mettaient pas d'accord sur Twitter, comme si les réseaux sociaux étaient un truc où on se mettait d'accord pour faire une action. Donc ça, ça a l'air de rien, mais ça a bouclé une polémique qui était assez vive en Angleterre en 2011. Donc Mike Bostock fait ce genre de truc au New York Times. Donc je vous encourage à taper Mike Bostock, New York Times, puis à regarder quelques exemples que vous pouvez choper. Et c'est un type qui a assez travaillé sur ces sujets pour créer une sorte donc pour créer D3.js, donc qui n'est pas une librairie, mais qui est un ensemble d'outils qui vous permet de faire des graphes rapidement. Et je vais vous montrer des exemples. Donc si vous avez des choses très simples, mais qui sont, je dirais, state of the art en termes de rendu, au sens où quand vous allez prendre un line chart ou un bar chart, un histogramme ou une ligne, c'est bien animé, c'est propre, vous avez tout ce que vous voulez pour pouvoir le customiser et le personnaliser. C'est pas facile en termes de code, hein, D3.js. C'est pas immédiatement, enfin il faut un petit investissement pour se mettre dedans. Et vous avez un certain nombre aussi de graphiques auxquels on comprend souvent rien, mais qui sont ma foi rigolos. Là, bon, j'avais jamais vu, c'est les courses par Uber, j'imagine à San Francisco. Oui, à San Francisco, avec d'un quartier à l'autre. Donc là, de Castro par exemple, vous regardez le nombre de personnes qui vont à Sauce of Market, de la Marina, vous pouvez aller voir, etc., etc. Donc là, on est plutôt dans la catégorie que tu citais tout à l'heure. C'est vraiment, on est dans l'exploration. C'est-à-dire que j'ai un jeu de données, j'ai pour le coup rien éditorialisé, je ne sais pas ce que je vais trouver dedans, mais je donne à mon utilisateur la possibilité, lui, d'aller se poser la question et d'explorer. Donc là, typiquement, je suis plutôt un habitant de South of Market. Je vais souvent à Marina, parce qu'en fait, c'est mon lieu de travail. Est-ce que c'est une condition qui est partagée par un grand nombre de personnes ou pas? Ou est-ce que les gens de South of Market vont plutôt dans le Financial District? Oui, c'est le cas. Donc, outil d'exploration, c'est pas mal. C'est pour présenter des flux. Honnêtement, vous mettez ça au grand public, c'est zéro. Hein. Enfin, là, faut pas se faire des délires. Hein. Line chart, bar chart, c'est ce que les gens savent lire. Une carte. Enfin, c'est vraiment les trucs de base. Commencer à mettre des choses comme ça, faut être sûr de son coup. Ou en tout cas, faut pas en mettre 50. Faut vraiment pas en mettre 50. Il y a un autre graphe qui fonctionne bien. Je vous mettrai la référence, Hans Rosling. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui connaît Hans Rosling? Ok. Je vous invite à regarder le TEDx d'Hans Rosling sur la démographie. Alors je dis mal sur la démographie. En gros, c'est un statisticien démographe qu'en avait marre que ce qu'il explorait et ce qu'il faisait au jour le jour, qui était vraiment passionnant, soit sous-exploité, ne soit pas aussi visible qu'il le souhaiterait. Il a fait des TED, il a fait des confs, et il a un format de conf d'1 quart d'heure. Donc regardez un des TEDx où il explique, donc je vais pas essayer de vous le reproduire, je vous laisserai le plaisir. En fait, je vais vous laisser même le plaisir et pas vous expliquer grand chose, mais en gros, il fait la promotion de ses données via quelque chose d'animé, qui notamment fait un truc comme ça. Donc là, sur l'axe des abscisses, on a le salaire, je crois, le salaire par personne. Et sur l'axe des ordonnées, on a l'espérance de vie. Et donc, vous voyez que, évidemment, à travers les siècles, ça évolue. Et la taille des bulles représente la taille des populations. Et donc, ce truc-là, qui est assez cool, hein, bien animé, lui, il le commente avec sa connaissance de démographe. C'est à tomber, vraiment. C'est une base. Il faut regarder cette vidéo. Ça dure 1 quart d'heure au petit-déj le matin. C'est top. OK ? Pardon? Non, mais commenté par un mec qui est expert sur le sujet, c'est vraiment bien.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je continue et je vais finir sur la bibliographie. Je continue à vous balancer des... Ouais, vas-y. C'est Bostock. Tu sais me... The Guardian. Ok. Right by type. Le graphique que tu as montré tout à l'heure m'y a fait penser, et c'est à moitié éditorial et à moitié de l'exploration. Ça indique les droits des homosexuels aux États-Unis en fonction des États. Et il y a des trucs qui sont hyper frappants. C'est un peu éditorial, notamment la différence entre le nord-est et le sud-est. Et après, on peut regarder dans les détails, on peut explorer aussi. Ouais, je comprends. En fait, je comprends ce que tu dis en termes d'éditorialisation. C'est que là, c'est un sujet d'exploration, mais on voit le vide au milieu du pays, quoi, entre le Middle West et le Southeast. Et le reste est beaucoup plus... Ok. C'est un bon exemple. Excellent. Je le réutiliserai. Merci. Ouais, je pense que là, les gamers ont adoré. Non, si, ça a pas mal tourné, je pense. Weird Data. Moi, j'ai trouvé ça angoissant. Il y a une petite musique derrière. Ouais, j'en suis persuadé, mais comme je suis pas gamer, ça m'a déstabilisé, mais... On va revoir Paris. En fait, tu vois, ça pour moi, c'est l'exemple de de quelque chose qui est assez and so what, quoi. Tu vois, on me présente une carte, on me dit où sont c'est quoi les événements, c'est le nombre les feux. On me dit voilà si les stations Vélib sont pleines ou pas, mais je sais rien à foutre. Je veux pas de Vélib là, tu vois. Un truc. Et les tweets qui sont le géolocalisés. Donc ça, pour moi, c'est un très bon exemple en termes... Enfin, on voit la patte des mecs qui font des jeux vidéo. C'est que l'ambiance, en termes d'identité, t'es déjà dans le jeu vidéo, donc c'est génial. Et putain, mais derrière, en termes de data, et si on veut faire un truc un peu qui apprenne des choses aux gens ou qui les divertisse, etc., c'est pas grâce à la donnée. Hein. Enfin, parce que concrètement, ils se sont pas foulés, quoi. En termes de données, ils sont allés chercher des trucs... j'imagine dans l'univers du jeu vidéo, du jeu dont ils faisaient la promotion, mais c'est pas qui moi en tant qu'utilisateur, franchement j'ai bugué quoi. J'ai bugué 10 minutes sur ce truc en mode est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu Ouais, mais ça je sais pas comment ils ont récupéré la donnée, tu vois. Typiquement la RATP fait pas d'open data sur ce sujet. Parce qu'il y a toujours c'est un serpent de mer, hein, la RATP fait des annonces tous les 6 mois en disant on a mis de nouveaux jeux de données disponibles, donc ils donnent l'emplacement des stations de métro. On les avait attendus. Mais ils mettent pas du tout, ils ont pas encore mis une balise dans chaque RAM pour qu'on puisse récupérer la donnée et faire des horaires un peu plus consistants. Et notamment pouvoir te faire vibrer ton portable au moment où il faut que tu partes de ton bureau pour aller... qui est le grand délire, quoi. Vas-y. Si, là, c'est une approximation. Oui, si, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais ils n'ont pas... c'est du coup, c'est une donnée fake pour moi. Tu vois. Ouais. Ouais. Ok, je vais peut-être arrêter sur les exemples et juste continuer sur les technos. D3, c'est si vous êtes particulièrement motivé, que vous avez envie de faire quelque chose de très abouti, de très personnalisé. Vous avez envie de vous mettre dedans. Donc c'est du JavaScript. Hein. Voilà. Si vous avez envie d'avoir une bibliothèque de charts bien faite pour faire un tableau de bord rapidement sur votre service, utilisez iCharts plutôt. Je recommanderais. Si vous voulez faire un petit sujet de data journalisme,
Donc typiquement dans ce que je viens de vous présenter, vous prenez des données à un endroit et vous voulez faire un petit billet de blog, une petite courbe interactive et encore un peu de texte. Utilisez un autre produit qui s'appelle Data Wrapper, qui a été conçu et qui est utilisé par les journalistes. Vraiment, c'est implacable. Si vous voulez pas coder, vous pouvez faire, vous mettez vos jeux de données dedans, vous faites un embed ensuite dans votre page. Je crois que ça coûte 10 € pour l'utiliser une fois. Enfin, vous pouvez faire vos graphes gratuitement, mais une fois que vous êtes content de votre résultat, si vous voulez l'embedder, ça doit coûter 10 €. Et ça vous permet d'éviter de plonger dans une techno. Voilà. Tout ça, c'est la boîte à outils, je dirais, graph. Pour faire un truc comme ça, faut un graphiste. Un truc comme le Pariter, faut un graphiste. Donc j'imagine, j'ai cru comprendre que la culture ici, c'était de ne pas avoir que des développeurs 100%. Donc il y a des gens qui sont passés en agence, qui sont revenus, etc. Donc je pense que vous connaissez tous, vous êtes à un rebond d'un bon graphiste avec lequel vous pouvez travailler. Faut savoir que moi, c'est une partie des plus plaisantes de mon boulot. Si je parle une fois de moi, c'est vraiment un truc que j'adore, mais parce que je passe beaucoup de temps dans les musées, donc forcément, de temps en temps, j'aime croire que je crée quelque chose, même si c'est pas vrai. Mais donc ça m'amuse de dialoguer avec un graphiste et de le briefer. Donc c'est plutôt une partie intéressante. Donc là, vous pourrez faire toutes les moustaches et toutes les bouches en cœur que vous voulez. Donc un graphiste, un bon truc pour faire des graphes. Et pour chercher de l'inspiration, vous pouvez vous abonner. Donc il y en a des tonnes, hein. Mais il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Flowing Data, qui est un blog qui présente et qui vous fait une compilation des sujets data, notamment data journalistes, qui ont été traités récemment. Et souvent derrière, en fait, tous les jours, il y a un nouveau sujet qui est envoyé dans votre boîte mail, c'est une newsletter, et le sujet qui est derrière est assez solide, généralement. Si vous voulez vous plonger encore plus dans ces sujets-là, les maîtres de la discipline, c'est Edward Tufte, c'est Stephen Few sur le dashboarding, et le troisième, qui est moins connu, j'ai oublié son prénom, mais c'est Bertin, c'est un Français, qui dans les années 50 a tout raconté en fait. Donc Tufte et Few, on peut les considérer, c'est des Américains, donc ils ont mieux fait leur marketing et puis ils sont encore vivants, ce qui présente un avantage quand vous faites la promotion d'un bouquin. Mais globalement, ils répètent ce qu'avait créé Bertin dans les années 40-50 avec son livre qui s'appelle La sémiologie graphique. Voilà. Là, avec ça, vous êtes équipé si vous avez vraiment envie de vous plonger dedans. Commencez pas par là, commencez par faire un sujet évidemment. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, c'est la bonne manière. Voilà. Je vais pas vous faire la promo de ma boîte parce que c'est pas le sujet, mais je fais quand même un mot. Donc je vous l'ai dit, nous on fait du dashboarding et du reporting. Donc derrière ces gros mots, globalement c'est présenter des informations de performance aux gens dans l'entreprise. Comme on le fait beaucoup sur mobile, ça présente un avantage non négligeable. C'est qu'on va chercher les utilisateurs là où ils sont. Et on leur demande pas d'ouvrir un Excel, on leur demande pas de se connecter à un énième truc, etc. En fait, ils ont une application, ils l'ouvrent une bonne fois pour toutes et derrière, nous, on vient mettre à jour les données. On est un peu moins de 10 là et on fait... et une des choses qu'on préfère, c'est de faire bosser les gens qui ont des cultures différentes. Donc, toute équipe projet, en fait, il y a toujours un designer, le mec qui gère le projet et qui essaie de comprendre ce que veut le client, mais qui n'est pas un chef de projet, c'est très important. C'est un mec qui fait du business, donc souvent c'est l'interlocuteur commercial. Mais ça doit être un mec malin qui fait en fait conseille le client sur la représentation de données et sur ce qu'il pourrait en faire, et un développeur. Il nous arrive assez souvent sur des projets de faire bosser les développeurs dans un poste de en fait. Donc ce qui est, je pense, une bonne pratique, de manière à éviter d'enfermer dans des postes. Voilà. Si j'essaie de conclure, vraiment essayer de rentrer dans ces projets, dans ces sujets data avec beaucoup de cœur, parce que vous ne serez pas déçus.
Notamment, on voit passer énormément de choses qui sont rigolotes. Ça vous fait des histoires à raconter dans les dîners en ville, pour utiliser une ancienne expression. Vraiment, c'est-à-dire qu'on on en découvre des vertes et des pas mûres. Et c'est très complet pour tous les devs qui ont envie. Je vous classe pas forcément dans la catégorie dev, mais c'est a priori on vous enseigne le code, enfin vous apprenez le code ici, donc je me base sur quelque chose. C'est quand même quelque chose qui est assez sympathique pour des gens qui ont votre profil, à savoir pas des devs à 100% qui ont vocation à construire des tuyaux, mais plutôt des gens qui ont envie de faire des choses bien dans une société numérique. Voilà. Nos concurrents, c'est un peu long, mais ouais, mais en fait, nous on fait pas, on a un produit, on est éditeur de logiciels. Là, je vous ai montré un exemple qui est pur, c'est pour gagner des sous et pour se faire de la notoriété. Parce qu'on a notamment quand tu es en home des Échos pendant 3 mois avec juste le nom de ton site, le nom de ta boîte et une redirection vers ton site, ça te permet de monter dans le référencement sur Google, tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Mais nos concurrents, c'est des solutions de business intelligence, souvent dans les entreprises. Donc il y a ClickView, Tableau, IBM Cognos Consumer Insight. Si tu veux. Là, c'est ce genre de produits. Sachant qu'on les déboulonne assez facilement sur les projets où ça a du sens pour nous de travailler, parce que leur niveau d'expérience date d'il y a 20 ans, quoi. Donc sur mobile, ils savent pas faire. Sur tablette, ils savent pas faire non plus. C'est lourd, c'est compliqué. Donc ça s'adresse souvent à des business analysts. Et nous, en fait, on ne cherche pas à cibler les business analysts. On cible les dirigeants d'entreprise. On cible de grosses entreprises. Je parle que des organisations de plus de 10 000 personnes. Et on cible les commerciaux, on cible les RH, on cible les études. Donc tu vois, et c'est des gens, ils parlent pas le langage en plus. Nous, on parle leur langage. Tu mets un RH, je sais ce dont il a envie. Les commerciaux Tableau, ils parlent au SI, tu vois, dans les entreprises. Donc, c'est pas pareil. Non. Les systèmes d'information. Voilà. Et dans les boîtes qu'on a en client, tu vois, on a plein de CAC 40. On n'est que à Paris, que en France. Mais ça fait 1 an et demi qu'on est créé. On a AXA, on a Unibail, on a EDF, que des grandes entreprises comme ça. Donc sur des projets, on n'est pas les seuls à travailler pour eux, etc. Tu vois, c'est les arcanes des très grandes entreprises. C'est que tu peux avoir toi et 5 de tes concurrents dans la même boîte, après que le meilleur gagne, quoi. Voilà. D'autres questions ? Est-ce que je vous ai laissé sur votre faim sur un sujet ou un point en particulier ? Vous aviez envie que j'approfondisse ? Non ? Vous avez quoi après ? vous bossez sur quoi comme projet en ce moment ? Hein ? Faites du C là ? Ouais. Allez, j'ai pas parlé techno, mais nous on fait du Python, qui est plus rigolo, et on fait Angular, on fait de l'AngularJS, encore plus rigolo. Et je sais pas si j'ai le droit de le dire, surtout si je suis enregistré, mais bon. Je dis pas dans le micro, mais faites rien d'autre. Juste, franchement. Non, mais il y a des jobs, tu vois. Il y a un moment où tu es obligé d'arrêter les langages web. Si vous avez des questions, que vous voulez me contacter plus tard, mon mail c'est Kilian, donc KILIAN @toucantoco.com. Donc il ne faut surtout pas hésiter, Kilian@toucantoco.com. Et si vous avez des projets, moi j'aime bien quand on m'envoie une URL et qu'on me dit regarde ce que j'ai fait, c'est trop bien, c'est pas bien, etc. On s'occupe du meetup D3.js à Paris, c'est nous qui l'avons créé, avec monsieur Martin de 55, anciennement de 55, maintenant de Texto. Donc vous pourrez, si vous allez là-bas, vous verrez mon associé Charles et notre CTO David. Voilà, vous pourrez les croiser et discuter avec eux. C'est un événement, 1 fois par mois, on discute et on fait du live coding sur D3.js. Donc là, je saurais pas te dire quelles sont les prochaines sessions, le thème,
Mais il y a souvent un point spécial de Détroit qui est abordé et un peu décortiqué, avec des exemples qui sont évidemment exemples à l'appui, je dirais. Meetup, donc Meetup, c'est, tu sais, c'est la plateforme de réunion du soir, quoi, les Meetup. Tu connaissais pas? Non, d'accord. D'accord, mais c'est pas grave, en fait, il y a plein de thèmes différents. Donc Meetup, meetup.com, plutôt que chacun fasse ses petits événements et ses petites communautés dans son coin avec son site dédié, Meetup te permet très facilement d'utiliser cette plateforme pour créer demain un club des gens qui portent des pantalons rouges. Et tu fais ça et tu dis voilà, on porte des pantalons rouges, venez en parler, c'est fabuleux. Le prochain événement a lieu chez moi et tu annonces ce lieu-là et tu vois, tout est cadré en fait. C'est une plateforme pour créer des événements. Et donc tu as des groupes qui font 5000 personnes, d'autres qui font 100 personnes. Le Meetup Détroit doit faire 250 ou 300 personnes. Et on annonce les événements là-dessus. Une fois que tu es inscrit, tu recevras des mails qui te diront la date et le lieu du prochain événement. Je t'invite à venir si tu as envie de faire du Détroit. Allez aux autres, hein, sinon sur les technologies web. Peut-être que c'est trop tôt pour vous, mais quand vous commencez, c'est pas mal. Allez aux sessions de démarrage, ça vous donne un bon coup de boost. Hein. Et puis surtout derrière, il y a un espace d'échange, évidemment, vous pouvez poser vos questions. Les gens sont là pour ça. Ils sont là pour échanger. Les communautés de dev sont très solidaires, donc faut en profiter et redonner ensuite. Nous, tu vois, on a profité de ce genre de choses, donc maintenant on redonne. On apprend à des gens comment faire un peu de Détroit et on n'y a aucun intérêt immédiat. Hein, tu vois, on le fait parce que on nous l'a fait avant, donc on était bien content que tu vois, des gens nous apprennent des choses sur d'autres technos. Donc, c'est le retour de la pièce. Aussi, ouais, bien sûr, bien sûr.